On va traiter dans cet exercice un système qui est très proche de ce qu'on a fait dans le cours. Dans le cours, on avait traité un réfrigérateur, un congélateur plus exactement. Là, on va essayer de faire le même principe, mais pour un climatiseur. Et le but du climatiseur est le même que celui pour le réfrigérateur. Le but est de refroidir la source froide. En l'occurrence, c'est l'intérieur de la maison qui est censé être plus froide que l'extérieur. Donc notre source chaude va être l'extérieur, notre source froide va être l'intérieur. Alors là, vous allez avoir un exercice beaucoup plus théorique que dans le cours, traitable avec tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, et surtout qui va vous permettre, pour lequel on va faire l'hypothèse que les contacts avec la source chaude ou la source froide se font à la température, et donc les changements d'état à la température de la source chaude et de la source froide. Et il n'y a pas du tout appuyé sur le fait qu'il faudrait en fait une différence de température nette entre le fluide lorsqu'il est en contact avec la source chaude et la source chaude pour que cela fonctionne correctement. Alors, dans l'énoncé, on vous donne pas mal de données, la masse molaire, la pression de vapeur saturante à 20 degrés Celsius, la pression de vapeur saturante de l'ammoniac à 40 degrés Celsius, l'enthalpie du liquide saturant aux deux températures et de la vapeur saturante à 20 degrés Celsius. Bref, on va avoir pas mal d'informations, et puis c'est le même système que ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire que là vous avez le compresseur qui permet d'augmenter la pression, le contact avec la source chaude à l'extérieur dans lequel il va y avoir condensation du fluide frigogène, la détente isenthalpique ici. Bon, alors il ne parle pas encore d'isenthalpique, mais on verra, ça va faire partie d'une des questions, et l'évaporation dans l'évaporateur qui va permettre de refroidir la source froide, de la même manière que si vous renversez un tout petit peu d'ammoniac sur les gants par exemple, cet ammoniac va s'évaporer et vous avez une sensation de froid au niveau de votre gant parce que tout simplement vous avez fourni l'énergie qui était nécessaire à l'évaporation du fluide en question. Alors, première question, on vous demande de tracer l'allure du diagramme de Clapeyron correspondant à votre cycle. Donc vous avez le diagramme pression-volume massique. On va mettre la belle courbe de saturation qui va avoir cette tête-là. Et puis on va essayer de placer les différentes grandeurs. Donc on vous dit que le point 1, on est à la sortie de l'évaporateur, qui se fait à la température de 20 degrés Celsius. Donc, alors d'abord, pour tracer l'allure du diagramme, on va faire figurer les deux isothermes. On a une isotherme à 40 degrés Celsius, donc je vous rappelle que le volume, le liquide étant quasiment incompressible, on a un truc qui va être vertical pour l'isotherme. Ensuite, on avance comme ça. Et puis, on a après le comportement type gaz parfait de l'autre côté. Ça, c'est à la température extérieure de 40 degrés Celsius. Il fait chaud là-bas. Et vous avez la même chose à l'intérieur. Donc, une isotherme plus basse. Pareil avec une verticale ici, et donc avec un θi de 20 degrés Celsius. Donc on va avoir une tête comme ça, et on vous demande de placer à peu près au mieux les différents points. Donc le point 1, c'est, on se retrouve à 20 degrés Celsius, puisqu'on est à la sortie de l'évaporateur, donc encore en contact avec la source froide, et on doit monter, on doit être en vapeur saturante, donc sur le côté droit de la courbe de saturation. Après, on a une compression isentropique, une vapeur sèche. Alors pour le moment, je ne peux pas en dire beaucoup de choses. En revanche, je sais que une fois que je passe dans le condenseur, pour passer de 2 à 3, j'ai une condensation qui va se faire de manière isobare. Et donc, le point 2 doit se trouver à la même pression que ce qui se passe dans le condenseur. Je sais qu'une isentropique, c'est une adiabatique réversible, donc PV gamma égale constante pour un gaz parfait, P en 1 sur V puissance gamma. Donc dans le diagramme PV, vous devez avoir que l'isentropique, elle monte plus rapidement que l'isotherme correspondante, et je dois me retrouver à cette température-là, à cette pression-là. Donc le point 2 va certainement se trouver quelque part par là. Ensuite, je fais la condensation de manière isobare pour arriver au point 3.
Et dernière chose, on vous dit qu'on fait une détente de Joule Kelvin. Alors la détente de Joule Kelvin, je ne sais pas trop ce qui se passe en termes de volume. Vraisemblablement, le volume va augmenter un peu, mais on va avoir quelque chose qui va faire comme ça. Et puis on arrive au point 4. Donc dans le diagramme PV, on va avoir quand même une rotation en sens trigonométrique, hein, frigo-trigo, et un placement approximatif des points qui va avoir cette tête-là. Bon, ensuite, expliquer pourquoi, sans entrer dans les détails d'une démonstration, c'est l'enthalpie et non l'énergie interne qui intervient pour le bilan d'énergie active, c'est-à-dire que, en gros, pourquoi est-ce qu'on doit avoir delta H égale WU plus Q? Tout simplement parce que dans le système, ce WU, c'est autre, donc c'est le travail autre que les forces pressantes à l'entrée et à la sortie. Et le travail de ces forces pressantes, étant donné qu'on ne peut rien y faire, il sera toujours là, il va falloir toujours pousser d'un côté et faire pousser de l'autre côté. Comme on ne peut rien y faire, il faut forcément autant le compter directement et quand on le fait basculer de l'autre côté, ça fait changer la variation d'énergie interne en variation d'enthalpie. Donc ça c'est la grosse démonstration dont je vous ai dit qu'elle était absolument primordiale de savoir d'où est-ce que ça venait, mais si vous devez l'expliquer en 2 mots, c'est le fait que ces travaux des forces pressantes ont été mis du côté gauche et transforment du coup la variation d'énergie interne en variation d'enthalpie. Donc ça, c'était la question 2. Alors, caractériser la transformation du fluide dans le détendeur. Dans le détendeur, il n'y a pas de partie mobile. S'il n'y a pas de partie mobile, vous avez que le travail mécanique va être nul. Et il n'y a pas non plus de transfert thermique, donc le transfert thermique massif qui est reçu par le fluide qui traverse le détendeur est nul aussi. Et donc, ça vous dit que la delta H égale 0. Donc, c'est une transformation qui est isenthalpique. Et ça me caractérise. Et c'est effectivement une détente de Joule Kelvin, aussi appelée détente de Joule Thomson, puisque Monsieur Thomson est devenu Lord Kelvin. Et c'est la détente à enthalpie constante, par opposition à la détente de Joule-Gay-Lussac, qui, elle, se fait à énergie interne constante. Mais en tout cas, voilà, j'ai une détente qui sera isenthalpique. Bon, alors, on avance vite. En supposant que l'ammoniac dans le compresseur est assimilable à un gaz parfait, dont on donne le gamma. Alors regardez, le gamma, il ne vaut pas 1,4, il vaut 1,21. Pourquoi? Parce que l'ammoniac, c'est NH3, c'est pas un gaz diatomique, c'est un gaz quadriatomique. Donc c'est normal d'avoir un gamma qui ne soit pas celui du gaz diatomique. Et plus il y a d'atomes en général, plus le gamma va baisser. Après, ça dépend un peu de la configuration des atomes les uns par rapport aux autres. Mais ça se voit bien entre monoatomiques qui vaut 1,67, diatomique 1,4, triatomique comme CO2 qui est plutôt de l'ordre de 1,3, quadriatomique ici de l'ordre de 1,2. Donc ça baisse au fur et à mesure. Calculer la température T2, l'enthalpie massique H2 de l'ammoniac au point 2. Alors, au point 1, on avait l'enthalpie, puisqu'on vous donne l'enthalpie massique de la vapeur saturante à 20 degrés Celsius. Donc celui-là, on le connaît. H1, c'est le HV à 20 degrés Celsius. Et donc, c'est, d'après l'énoncé, 1461,5 kJ par kilo. Pour trouver l'enthalpie, déjà me baser sur l'enthalpie. Lors de l'évolution, j'ai un gaz parfait, un gaz supposé parfait. Donc, la variation d'enthalpie massique, ce sera simplement le Cp massique multiplié par la différence de température, donc T2 moins T1. Bon, du coup, si je trouve T2, je vais trouver ça, puisque ça, le delta H, c'est H2 moins H1, donc H2, c'est H1 plus Cp T2 moins T1. Ou Cp, c'est le Cp total. Donc le Cp, on sait que c'est gamma NR divisé par gamma moins 1. Le tout divisé par la masse, et la masse, c'est N fois la masse molaire. Vous voyez que les N, gentiment, se simplifient, et je trouve gamma R sur gamma moins 1 M.
L'énoncé est assez sympathique pour vous donner la masse molaire de l'ammoniac, 17 grammes par mol, le gamma de l'ammoniac, 1,21, et le R, vous le connaissez, et donc ça vous permet de trouver ce CP. Donc si je connais H2, connaissant H1, enfin pour trouver H2, comme je connais H1 et que je connais CP, il ne me reste plus qu'à trouver la température T2. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme information? Pour avoir les informations, lors de la compression isentropique, on a la température de départ, puisque c'est θI, donc on peut peut-être trouver le TI correspondant, mais je vais avoir besoin de l'augmentation de pression, en l'occurrence, lors de cette compression. Alors, je connais la pression, puisque on vous a dit qu'il y a une pression haute, donc qui est de 15,5 bars, et une pression basse qui est de 8,6 bars, qui sont toutes les deux les pressions de vapeur saturante. Et comme l'évolution est isobare à ce niveau-là, ben j'ai effectivement la même pression. Donc j'utilise la loi de Laplace, puisque j'ai un gaz parfait et une évolution supposée compression isentropique, un gaz parfait, donc adiabatique réversible, parce que j'ai un gaz parfait. Normalement, c'est adiabatique réversible qui implique isentropique. Donc, si j'ai la place, donc c'est PV gamma égale constante, je remplace V par T sur P, donc j'ai du P puissance 1 moins gamma fois T gamma, donc pour le point 1, qui est égal à la même chose pour le point 2, puisque c'est l'évolution de 1 à 2 qui est effectivement qui suit la loi de Laplace. Donc j'ai T2 qui vaut T1 multiplié par P1 sur P2, qui sont deux quantités connues, à la puissance 1 moins gamma sur gamma. Et donc il ne me reste plus qu'à faire l'application numérique. Alors T1 c'est 20 degrés Celsius, donc ça me fait du 293 Kelvin. Les pressions, je peux les laisser en barre, étant donné que c'est un rapport, et donc comme les pascals ont le même rapport que les bars, il n'y a pas de souci. Gamma, il vaut 1,21, si je me souviens bien, ce qui veut dire que vous avez 1 moins gamma qui vaut moins 0,21, donc divisé par 1,21, donc si je fais l'application numérique, donc pas oublier de mettre bien la température en Kelvin, ça c'est généralement l'erreur la plus notable. Donc j'ai 293 multiplié par 15,5 divisé par 8,6, je vais tout de suite inverser pour éviter d'avoir des moins qui puissent être mal interprétés par ma petite calculatrice. Voilà, et ça me fait du 324 Kelvin. Si je soustrais du 273, je me retrouve à 324 moins 273, je me retrouve avec du 51 degrés Celsius. Donc vous avez votre ammoniac qui est porté à plus haute température que celle-là, c'est normal, vous avez un surchauffage, et donc il va falloir désurchauffer votre système et pour baisser un petit peu en température lorsque vous atteignez la zone de changement d'état. Donc ça me donne le T2, et si je calcule du coup H2, alors le CP en question, il va falloir le calculer, donc c'est 1,21 multiplié par 8,314 divisé par 0,21 multiplié par 17 fois 10 moins 3. Donc ça me fait du 64, et je me suis placé en unité du système international, donc c'est des joules par kilo par Kelvin. Kilo par Kelvin. Ça c'est cohérent a priori. Et non, c'est pas cohérent, c'est 1,21. Ça fait 0,64. Alors là, pour la peine, ça fait pas beaucoup. Ah, j'ai du 921. Mais non, c'est pas du 921, c'est 0,21.
Et donc voilà, ça me donne un truc un peu plus cohérent. Ça me fait du 2818, donc du 2,8 kJ par kilo par Kelvin. Là, je préfère parce que pour de l'eau liquide, c'est 4,18 kJ par kilo par Kelvin. Pour de la vapeur d'eau dont la masse molaire est très proche, dans les exercices, on avait croisé de l'ordre de 2 et quelques, entre 2 et 3 kJ par kilo par Kelvin. Et donc là, du 2,8, ça me paraît un tout petit peu plus plausible. Et donc, si je fais l'application numérique pour H2, H2, c'est donc le H1, on a dit que c'était 1461,5, même si le 0,5, on ne va pas le prendre, plus donc le 2,818, si on avait gardé les chiffres, donc en kilojoules par kilo, donc je vais le garder en kilojoules par kilo, multiplié par la différence de température, je passe de 20 degrés à 51, donc j'ai 31 degrés d'augmentation de température, et donc j'ai du 1548, donc 1549 kilojoules. Alors on va prendre 1550 pour être cohérent au niveau des unités kilojoules par kilo. Donc je connais le H2 entièrement au point 2. Alors, dressez le tableau des enthalpies massiques de l'ammoniac au point 1, 2, 3 et 4. En gros, calculer H3 et H4. Alors, H4, c'est facile, puisque c'est égal à H3. Donc, il ne me reste plus qu'à déterminer H3. Et pour déterminer H3, eh bien, on va assez simplement se placer lors du changement d'état. Vous voyez que H3, je fais un passage jusqu'en 2' ici. Donc, je vais pouvoir calculer la différence H3 moins H2, la variation. Il y a d'abord le gaz que je dois descendre en température. Donc, c'est le CP massique du gaz multiplié par la température en 2' moins la température en 2. Cette température en 2', c'est en fait aussi la température T3 qui correspond aux 40 degrés Celsius, la température extérieure qu'on a pour notre système. Et j'ai aussi une condensation, donc il va falloir que je soustrais l'enthalpie de changement d'état correspondante. Celle-ci, c'est en fait, je peux aussi simplement dire que H2', non, en fait j'ai directement, c'est pas la peine de s'embêter, H3. H3, c'est le liquide saturant ici. Et puis de toute façon, je n'ai pas d'autres informations à 40 degrés. Donc le H3, il est égal au HL à 40 degrés Celsius. Et puis basta. Si j'avais eu besoin, il aurait fallu soustraire l'enthalpie de fusion ou la chaleur latente massique de vaporisation là, puisque vous avez une condensation. Et ça nous permettrait de trouver, si jamais la question était posée, l'enthalpie de vaporisation. Mais elle ne semble pas posée. Donc avec les informations que j'ai, il suffit d'avoir ça, et celui-ci il vaut du coup 371,7 kJ par kilo. L'énoncé visiblement présuppose qu'on fait au moins des calculs à 4 chiffres significatifs, mais honnêtement avec les mesures qui ont été faites et les grosses hypothèses, ça ne sera pas nécessaire, d'autant qu'on a plus la pression uniquement à 2 chiffres significatifs. Bon, donc là j'ai H3, H4 il est égal à ça, et puis le H1 et le H2 je les ai déjà, donc mon tableau, c'est pas la peine de m'embêter trop à le faire, il est automatiquement fait. Pour avoir le titre en vapeur au point 4, X4, il est égal à quoi? X4, je vais pouvoir utiliser le théorème des moments, ça va être H4 moins H du liquide à 20 degrés Celsius, divisé par H du gaz à 20 degrés Celsius, moins le H du liquide à 20 degrés Celsius. De nouveau, théorème des moments, c'est rapide à redémontrer. Je l'ai refait dans le cours, mais là on peut l'utiliser directement.
on vous en voudra pas d'utiliser directement. Par contre, moi, je vous en voudrais si vous savez pas d'où est-ce que ça vient. Donc, essayez de bien vous souvenir à chaque fois d'où est-ce que ça sort, parce que c'est très facile à retrouver. Bon, bah là, j'ai H4, qui est donné ici. Le HL en question est donné dans l'énoncé, c'est du 275, 274,9. Et celui-ci, il est donné aussi à 20 degrés Celsius, bah, c'était le H1, tout simplement, celui-là, puisqu'on s'est placé là, on n'a pas fait de surchauffage, contrairement au caillou court, ça permet simplement de simplifier un petit peu les calculs et d'obtenir cette expression-là. Et donc si on fait l'application numérique, donc on a 372, on va pas chipoter, moins 275, divisé par les 1461, moins 275. Et ça me fait du 0,08, ça veut dire que 0,82, ça veut dire qu'il y a 8,2% seulement de votre ammoniac qui est déjà sous forme gazeuse après la détente. Donc vous avez votre système qui est quand même quasiment entièrement sous forme liquide à ce niveau-là. Il ne nous reste plus qu'à faire le traitement en termes de travaux et de transfert thermique. Donc ça, c'est toute la question 7. Maintenant qu'on a fait tout le travail préparatoire, c'est extrêmement facile. On vous demande de calculer le travail fourni à l'ammoniac dans le compresseur. Le travail fourni à l'ammoniac dans le compresseur, c'est directement la variation d'enthalpie dans le compresseur, puisqu'il n'y a pas de transfert thermique reçu par l'ammoniac dans le compresseur. Et donc, ça va être H2 moins H1. Et on a calculé H2 et H1, et puis le H2 moins H1, en plus c'est le CP, du coup c'est CP T2 moins T1. Et bon, étant donné qu'on peut aussi reprendre les valeurs, si on n'a pas fait d'erreur lors de nos additions, ça permet de le retrouver. Petit b, ça c'est petit a. Petit b, le transfert thermique reçu par l'ammoniac dans le condenseur Q2,3, c'est le delta H sur 2, 3, donc c'est H3 moins H2, c'est-à-dire cette expression-là, ou alors les valeurs numériques, étant donné que là on avait les deux valeurs numériques calculées. Petit c, si je veux le transfert thermique récupéré dans l'évaporateur, reçu dans l'évaporateur, de nouveau, comme il n'y a pas de travail mécanique dans l'évaporateur, parce qu'il n'y a pas de partie mobile qui puisse donner un travail mécanique à votre fluide, c'est directement par application du premier principe en écoulement stationnaire, la variation d'enthalpie entre le point 4 et le point 1, et donc ça va me faire du H1 moins H4. Voilà. Et là, c'est tout simple. Si on fait l'application numérique, donc H2 c'était 1550 et là j'ai 1461, donc c'est de l'ordre de 90 kJ par kilogramme. C'est positif, tout simplement parce que il faut fournir un travail pour que le climatiseur puisse marcher. Il faut que vous branchiez tout simplement votre climatiseur, sinon il ne va pas fonctionner. Ça, c'est si vous savez tant soit peu comment marche un climatiseur. Comment en pratique faire marcher un climatiseur, c'est-à-dire brancher la prise, vous vous doutez que ce travail-là est forcément positif. Ensuite, de H3 à H2, cette différence, donc j'ai du 370 moins 1550, on va dire 1570, donc ça me fait du 1200, donc ça me va faire du 1180 moins 1180 kJ par kilo. Ce Q2,3, il est négatif. Pourquoi? Parce que dans le condenseur, vous devez refiler, le fluide doit refiler son énergie pour pouvoir se condenser. Il passe d'un état à haute énergie, qui est la vapeur, à un état à basse énergie, qui est le liquide. Et c'est normal, vous êtes en train de réchauffer la source chaude. Et c'est pour ça que dans les villes américaines, le centre-ville de la ville est souvent très très chaud. Déjà parce qu'il n'y a que du béton. Donc, ils se prennent toute la chaleur et puis il y a une grosse inertie thermique. Et deuxièmement, à cause de tous les batteries de climatiseurs qu'il y a partout sur les immeubles, et tous ces climatiseurs reprennent la chaleur de l'intérieur des
des appartements pour la refiler à l'extérieur. Et donc l'extérieur se retrouve plus chaud. Et finalement, H1 moins H4, donc H1 il vaut 1460 et H4 c'est la même chose que H3, donc il vaut 370. Donc 1400, on va dire 1470 moins 370, ça me fait du 1100, donc ça me fait du 1090. 1090 kJ par kilogramme. Et ça, c'est bien positif parce que vous devez piquer de l'énergie à la source froide. Donc, récupérer le fluide doit récupérer de l'énergie depuis la source froide pour bien la refroidir et pour garder les 20 degrés Celsius, parce que votre source froide a tendance à se réchauffer par toutes les pertes qu'il peut y avoir à l'extérieur de votre système. Et puis voilà, donc vous avez la petite discussion sur les signes qui est totalement facile à voir. Et si vous calculez la somme de ces trois quantités-là, vous allez trouver 0. Parce que 1090 plus 90, ça fait bien 1180. Et comme l'un est négatif, les deux autres sont positifs, la somme fait 0. Est-ce que c'est normal ça? Oui, c'est normal puisque c'est la variation d'enthalpie sur le cycle, d'enthalpie massique sur le cycle. Vous avez redécoupé le travail total, le seul endroit où il y a du travail c'est dans le compresseur, donc c'est ça. Les transferts thermiques, les seuls endroits où il y a des transferts thermiques, c'est au contact de la source chaude et de la source froide, dans le condenseur et dans l'évaporateur. Source froide au niveau de l'évaporateur, et la somme traduit simplement le fait que H c'est une fonction d'état. Et donc on retrouve que comme on a fait un cycle, la variation d'enthalpie après un tour de cycle est nulle. Et là c'est vraiment le même fluide, contrairement au moteur à 4 temps qu'on avait vu en cours, c'est vraiment le même fluide qui repasse, parce que l'ammoniac, vous n'allez pas vous amuser à le balancer dans l'atmosphère et à le récupérer d'ailleurs, donc il faut bien l'avoir. Et puis dernière question, pour calculer l'efficacité, donc on a un climatiseur. Le but du climatiseur c'est quoi? C'est de récupérer de l'énergie depuis la source froide. Et ce que vous payez, c'est le travail. Alors là, on travaille pour 1 kg, mais bon, si j'avais pris la masse de fluide totale qui fait le tour, j'aurais M en haut, M en bas, et puis finalement, ça se simplifie. Donc c'est normal de pouvoir raisonner sur 1 kg, c'est absolument équivalent. Le contact avec la source froide, c'est dans l'évaporateur, donc c'est 1090, c'est Q4,1. Et le transfert thermique, c'est 90. Donc j'ai 109 divisé par 9, 109 divisé par 9, donc 90, 99, 108, donc ça me fait à peu près 12 d'efficacité. Et donc vous avez un système qui a une très bonne efficacité parce qu'il n'y a pas trop de différence entre la source chaude et la source froide, et parce qu'on a supposé aussi, vous allez voir que si je calcule le rendement, l'efficacité de Carnot, c'est la température de la source froide divisée par la différence de température source froide, source chaude. Donc la source froide elle est à 20 degrés Celsius, ça fait du 293 Kelvin, et j'ai 20 de différence entre les deux. Vous voyez que ça fait 29 divisé par 2 à peu de choses près, et 29 divisé par 2 ça fait du 14,5. Donc j'ai bien une efficacité qui est inférieure à l'efficacité de Carnot, parce que la source d'irréversibilité là-dedans, il va bien y en avoir. Alors où est-ce qu'elle est? Il y a deux sources d'irréversibilité. Il y a l'endroit, parce que ici vous avez une différence de température entre le gaz, donc le système qui est sous forme de gaz, et la source chaude, qui a une température plus basse. Et puis il y a une deuxième cause d'irréversibilité, c'est la détente de Joule Kelvin. Parce que celle-là, elle est supposée réversible. Là, je suis à la même température que mon thermostat, et c'est un changement d'état, donc c'est réversible. Là, pareil. Donc il y a deux sources d'irréversibilité, c'est le trajet de 2 à 2' et le trajet de détente de Joule Kelvin qu'on a 2,3